On va parler politique, le 13 janvier et tout ça. Mais avant de parler politique, je vais vous faire un petit témoignage. Qui va annoncer le sujet que je vais aborder. Je crois que dans les années 92, je devais être en seconde, si mes souvenirs sont bons. Et on était déjà très chaud au lycée contre le régime, mobilisé, on participait aux réunions politiques, j'étais à Takpamé avec mes amis. Et en ce moment-là, il y a eu les élections présidentielles de 93 avec le Code 2 à l'époque, avec le candidat unique qui a suscité beaucoup de polémiques, Feu Demkodjo. Et nous étions au stade à Takpamé quand la coalition de l'opposition devait arriver faire son meeting avec l'hélicoptère. Je m'en souviens comme hier, l'hélicoptère que Edem Kodjo Ninevi avait utilisé. Ils étaient à bord d'un hélicoptère. Et c'est à Takpamé aussi que le Code 2 avait mis fin à sa campagne pour les élections présidentielles. Quand le meeting s'est passé à Takpamé, ils sont partis et ils ont annoncé que le Code 2 se retirait des élections. C'était en 93. Finalement, Eyadema est allé sur les élections et il est sorti vainqueur. C'était en 93. Et donc, c'est des faits que j'ai vécu parce que j'étais au stade et tout. On était très jeunes déjà, mais déjà très très engagés et tout. On était là. Et je me souviens que quand le Code 2 a fini son meeting, il est parti. Eyadema est venu sur le terrain d'Atakpamé là-bas. Il y a eu une grande pluie. Eyadema n'a pas pu tenir son meeting. Il est reparti avec ses militants. On a crié sur eux et Dipo à l'époque. Ensuite, il y a eu les élections municipales et les élections législatives de 94. Avec l'UTD et le CA qui ont eu la majorité. Et tout le monde sait ce qui s'est passé juste après ces élections il y avait Adani fait, merci, et ces élections de 94. Ensuite, il y a eu les élections de 98. De toutes les élections présidentielles qu'on a eues, les élections de 98 étaient les élections plus ou moins les plus propres. 98. On était dans les bureaux de vote. On était déjà étudiants dans les bureaux de vote. Et les élections de 98 étaient les plus ou moins propres. Parce qu'en 98, c'est les résultats en fait qu'ils ont renversés. Donc, on était déjà étudiants, on était dans les bureaux de vote et on a vu comment l'UFC à l'époque a fait le razzia. J'ai écrit sur l'UPIO, partout. J'ai écrit sur l'UPIO. Sur l'ensemble du territoire. C'était, même dans les casernes, c'était terrible. Et donc, je suis convaincu que si on avait donné les vrais résultats, ça devait être peut-être 78% contre peut-être 15% ou quelque chose pour Eyadema. Et on était tellement heureux ce jour-là quand on est sorti des bureaux de vote, on dansait, on était tellement contents. Et quelques heures après, patatras, on nous apprend que Awa Nana, qui était la présidente de la CENI, a démissionné ou elle a fui ou quelque chose comme ça, et que la proclamation des résultats était compromise. On en était là quand le ministre de l'Intérieur, donc à l'époque le général Seyid Memen, prend le contrôle du processus électoral et proclame les résultats que Eyadema a gagné à 52,13%. Comme le chiffre 13 était tellement important pour Eyadema, il avait insisté qu'on ajoute les 13% au 52%. Et plus tard, on apprend que, en fait, quand Memen reprend le processus, il va voir Eyadema l'OB2, ils font une réunion, et Memen dit Jésus-Christ a tellement pris de l'avance, il a tellement gagné, il a tellement écrasé le RPT que ils vont s'arranger pour qu'ils aillent au deuxième tour. Et Eyadema dit il n'en est pas question, que lui, il veut gagner au premier tour, un coup KO. Et donc, Memen a fait, je ne sais pas comment dire, a fait les gymnastiques pour trouver à Eyadema 52,13%. Donc, entre-temps, Awa Nana, on ne sait pas si c'est elle-même qui a démissionné, s'ils l'ont effrayé. En tout cas, c'est des hypothèses qui sont là, puisqu'elle est revenue dans le système. Il y a toutes formes d'hypothèses. Donc, Memen, il proclame les résultats
que Eyadema a gagné 52,13%. Et naturellement, il y a eu des manifestations et tout ça. Jésus-Christ fait une déclaration et il n'est pas d'accord. Il était hors du pays. Il dit, je vais lancer la guérilla politique. Et voilà. On était tout contents pour la guérilla politique. On était mobilisés, on était dans les réunions. On attendait juste le mot d'ordre. Nous sommes en 98. En 99, donc, comme il y a une crise dans le pays, Chirac vient au Togo. Chirac arrive à Lomé, évidemment au secours de son ami Eyadema. Et quand Chirac arrive, Chirac a dormi à l'ambassade. Nous étions là-bas au 2 février, comme les jeunes, mobilisés, les militants à l'époque, on était là-bas pour protester, Chirac était là. Et Jésus-Christ avait exigé à voir Eyadema seul, que s'il y a un problème, il va voir Eyadema seul. Et les autres responsables de l'opposition s'en ont offusqué, ils en étaient offusqués en disant oui, pourquoi il va dire qu'il veut voir Eyadema seul à seul, c'est comme il est en train de les marginaliser. Et je me rappelle que Feu Natchaba disait non, qu'il n'y a pas de privilège pour Jésus-Christ, il doit venir et écouter tout le monde. Et donc, il y a eu, à l'issue de la rencontre là, il y a eu l'accord 4 de Lomé. C'est différent de l'accord politique global. L'accord 4 de Lomé, 99. L'accord 4 de Lomé. Et Eyadema avait pris l'engagement qu'il donnait sa parole de militaire à Chirac et qu'il ne se présentait plus à la prochaine élection, c'est-à-dire en 2023. Nous étions là. On était très jeunes, mais on était là, on était mobilisés. On était là, on a vu tout ça. À partir de 98, lorsque le régime a été désavoué en 98, majoritairement désavoué en 98, et Eyadema a compris que les élections étaient devenues quelque chose de très dangereux pour lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait modifier progressivement les tests qui régissent les élections pour reprendre le contrôle de tout l'appareil d'organisation des élections. Donc, ils ont commencé par faire des petites modifications. Donc, l'accord 4 de Lomé donnait Eyadema partant en 2020, à la fin de son mandat. Il a donné sa parole de militaire à Chirac. Donc, en 2022, je parle de 2003. Donc, en 2003, voilà, excusez-moi. On était en 2001 que les velléités de non-respect de l'accord 4 de Lomé ont commencé par surgir. Il y avait même un blocage avec une histoire de 4/5e à la CENI, tout ça, Eyadema devait trancher et tout. Ça a créé une tension entre la classe politique. À partir de 2001 ou 2000, il y avait des velléités de remettre en cause cet accord-là et notamment la parole d'Eyadema. C'est Natchaba qui avait commencé par sonner l'alerte, à donner les premiers signes. Et à l'époque, en 2000, fin 2001, ou bien en 2000, il faut que je retrouve la date, Eyadema était à une conférence de l'Union africaine en Afrique du Sud. Et Agbeyome et Natchaba ont organisé une journée de réflexion à l'IFA de Tové, à Kpalimé. À l'IFA de Tové. Et donc, à l'issue de cette journée de réflexion, ils ont fait une sortie pour dire que Eyadema devait être candidat en 2003. Il n'était pas question pour Eyadema de quitter le pouvoir. Donc, ils remettaient clairement en cause la parole de militaire d'Eyadema et les acquis de l'accord 4 de Lomé. Alors, Eyadema se trouvant en Afrique du Sud, il a été immédiatement pris en partie par RFI, je pense que c'était Christophe Bamouvier ou bien Jacques Fall, qui avait pris Eyadema directement pour dire mais comment se fait-il que il est en train de remettre en cause la parole qu'il a donnée à Chirac en 1999 quand Chirac était de passage à Lomé. Eyadema répond que ce que Agbeyome et Natchaba faisaient à Lomé n'engage que ces deux-là, que ça n'engageait pas. Et nous, on surveillait tout ça de très près. À l'approche de 2002, en ce temps, Agbeyome devient Premier ministre, Agbeyome était Premier ministre, Natchaba était président de l'Assemblée. Nous, on
avait des informations comme quoi il voulait faire les modifications et passer en force. On a informé nos grands frères qui sont des leaders. On allait les voir, on a vu des gens, je ne veux pas citer des noms. On a fait des délégations de jeunes, on allait les voir pour dire, nous on veut aller dans la rue pour affronter ces gens-là. C'est pas possible. Nos grands frères nous ont dit non, qu'il y a des man, ils ne vont jamais modifier la constitution. D'aller dormir, que eux, ils sont là, qu'il y a des man ne fera rien. Qu'ils ont même s'il faut là, ils ont même des choses que l'on ne sait pas. Ah, nous on était tellement contents, on est reparti. On était en plein décembre, en préparant les fêtes nationales, quand les gens du RPT sont allés à l'Assemblée, ils ont modifié la Constitution. Vous voyez? Ils ont modifié la Constitution. Donc, quand ils ont modifié la Constitution, ils ont modifié les dispositions de la CENI et tout, ils ont fait les élections de 2003. Les élections de 2003, 31 décembre 2002, merci maître. Les élections de 2003, on était très impliqués dedans. Boba Kitani était candidat, J.Chris n'était plus candidat. Et les élections de 2003, on a fait la campagne et tout. Et moi, j'étais au QG où on a centralisé les résultats avec des amis que je ne veux pas citer ici. On était dans une villa à côté de la pharmacie pour tous. Je ne veux pas indiquer la villa, mais elle est juste à côté de la pharmacie pour tous, en descendant de la lagune. Et on était là-bas sous l'autorité de M. André Kovi, qui était un responsable du parti et tout. C'est lui qui coordonnait tout ça. Nous, on était là pour aller recueillir les PV, les saisir et tout. On était là avec, là-bas avec la grande sœur de J.Chris Olympio, Rosita. Et voilà, c'est ça, je pense, la femme de Amerdi. Elle a passé 48 heures avec nous là-bas. On est resté dans la nuit. On a fait plusieurs jours là-bas. On sortait de la maison discrètement. On allait chercher les PV à la station d'essence qui est au bas de la lagune. Donc les gens qui devaient nous amener les PV, ils nous apportaient les PV. Et on leur indiquait la station. Là-bas, on prenait les PV. On faisait semblant de changer de route pour que la personne ne sache pas dans quelle maison on rentre. Et on rentre et on saisissait les PV. Donc, on était mobilisés, organisés. Et on avait les résultats, plus ou moins, on savait ce qui s'est passé. Mais le RPT, avec les militaires, avec tout leur appareil, ils ont proclamé les résultats. Il ne s'est rien passé. J'étais dans ce QG-là pour la centralisation des résultats avec M. André Kovi, qui était d'ailleurs mon professeur à l'université, la grande sœur de J.Chris Olympio, Rosita, et il y a d'autres personnes qui venaient nous voir là-bas. On était là-bas. Et donc, ils ont proclamé les résultats, il ne s'est rien passé. On a crié, il ne s'est rien passé. Rien du tout. 2005, donc c'était la première participation aux élections de Boba Kitani. 2005, et à Adema meurt, tout ce qui s'est passé, il y a une coalition qui naît, on choisit Boba Kitani, on va en campagne, on part, on va partout au nord, Sokoli partout. On a fait un meeting incroyable à Sokoli, toute la ville était mobilisée. On est arrivé, il n'y avait pas de place pour rentrer au terrain. Le meeting était mouse. Et le soir, alors qu'on n'avait pas encore quitté la ville, on a été attaqué par les miliciens de Folie Basile, le ministre. La nuit, les miliciens sont rentrés dans les maisons pour attaquer tous ceux qui sont venus. On a dû fuir la nuit là, Sokoli. Les gens étaient blessés, les gens étaient machetés, tout ça pour rentrer à Takwame, après rentrer à Lomé. On arrive à Lomé et on finit les élections. Naturellement, les résultats étaient en faveur de Boba Kitani. Mais le RPT a sorti la rue. Et vous avez vu ce qui s'est passé en 2005. Un massacre pas possible. Entre-temps, il y avait le ministre de l'Intérieur qui a démissionné. Et voilà, un massacre pas possible. Et Boba Kitani, qui était lui-même recherché, s'était retranché quelque part dans un maquis où il a fait un message en disant: chers Togolais, mes chers compatriotes, votre président vous parle. C'est la seule chose qu'il a dit. Et depuis, il a fait tellement de temps dans le maquis avant de sortir que les résultats ont été volés. Je suis en train de faire l'historique des faits auxquels moi j'ai participé. Et donc, il a fait sa déclaration: votre président vous parle, et plus personne ne l'a vu.
Ils ont massacré les gens. Et dans ces massacres-là, nous sommes ressortis après, puisqu'il y a eu des résistances à Épée, tout ça, on est ressortis pour aller au secours des gens. J'étais avec un grand frère pasteur, il est un grand responsable d'une église aujourd'hui. J'ai toujours travaillé avec lui pendant longtemps. On est parti à Léon. Quand on allait à Léon, il y avait des barrières partout, il y avait des troncs d'arbres sur la route partout. Mais il y avait une partie qui avait été déjà dégagée parce que Folie Basile est devenu ministre de l'Intérieur. Il y avait plusieurs parties qui ont été dégagées. On est arrivé à Léon. Et quand on arrive à Léon, on va chez le roi Lawson. Et il nous raconte comment il s'est été agressé, comment ils sont rentrés dans la maison, ils ont cassé les choses et tout et tout. Et des gens qu'il connaissait, des gens qui venaient manger chez lui, qui sont venus l'agresser et tout et tout. Et parce qu'on avait, du matériel, de la nourriture pour aller au secours des gens qui sont blessés. Donc on quitte le roi et on franchit la frontière, on va à Comé. À Comé, c'était les premiers arrivants de tous ceux qui ont fui les massacres, tout ça. Les premiers arrivants qui étaient à Comé, sur le terrain de Comé là-bas. Les gens étaient pleins là-bas. Les femmes avec les enfants qui pleuraient, les blessés et tout et tout et tout. Avec le pasteur et son équipe, on est venu, on a aidé les gens, on a donné de la nourriture, on a fait tout. Et comme Comé débordait, on a envoyé d'autres personnes à Agamé, ceux qui connaissent le Bénin, à Agamé. Donc on a poursuivi le chemin, on est allé à Agamé. On arrive à Agamé. La terre était encore très fraîche. Et là où on logeait les Togolais qui avaient fui les violences, il y avait des palmeraies. Catapillar et Détio, il y avait les catapillars qui renversaient les palmeraies, les palmiers, pour qu'on puisse installer les réfugiés, les gens qui ont fui. Donc, il n'avait plus. J'étais là-bas avec mon frère pasteur dont je parlais, je ne veux pas citer son nom. On était là-bas, les blessés ne continuaient pas à arriver. Les gens avaient les jambes cassées, des balles dans les trucs, les pieds cassés, tout ça. Les gens en sont morts là-bas. On a passé 48 heures là-bas à aider les gens pour les premiers trucs là. On a aidé beaucoup de gens. J'étais là quand on dressait les tentes. Le HCR est arrivé, la Croix-Rouge, on prenait les gens en charge. Dans une palmeraie, j'ai vécu ça, dans une palmeraie, on était en train d'abattre les palmiers pour installer les gens. J'étais là-bas, c'est des faits que j'ai vécu. Donc, on a fait là-bas. Et oui, c'est vers le Kossa. On a pris la route, on est parti de Comé, on est allé vers le Kossa. Le village s'appelle Agamé. Village ou ville, bon, en tout cas, ça s'appelle Agamé. On est allé là-bas. On a aidé beaucoup de gens. Après, il y a eu plein d'autres personnes et la diaspora qui ont envoyé des moyens pour secourir les gens. Et après 2005, on a vu ce qui s'est passé. Fort a pris le pouvoir dans le sang. Et après, il y a eu cette histoire de dialogue qui a mené l'accord politique global. Donc l'accord politique global est différent de l'accord cadre posé entre les deux parties. Alors que déjà, l'armée tirait les ficelles. Et donc, dans la foulée de ces événements, Brzezinski a été obligé, plus tard, de démissionner. Et il y a eu ce gouvernement de Dadjo de 3 mois. Et après, Eyadema est venu au pouvoir le 14 avril 1967. D'accord? Quand Eyadema vient au pouvoir, ce sont les gens qui manifestaient avant, certains qui manifestaient avant. Je suis en train de vous décrire un certain nombre de choses pour que vous compreniez d'où on vient et pourquoi c'est plus en plus, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Parce que cette frange des nationalistes, je ne dirais pas que ils ont réfléchi, ils ont dit la seule façon pour nous, je ne vais pas assimiler ça de la trahison, mais la seule façon pour nous de se défaire de notre ennemi de toujours, donc Brzezinski, c'est de nous allier avec l'armée. C'est comme ça qu'ils sont allés vers Eyadema. Alors que Eyadema était censé être celui qui avait assassiné leur leader. Vous voyez? Et donc, quand Eyadema vient en 1967, évidemment, les premiers qui vont rentrer dans son gouvernement, il y avait beaucoup qui étaient nationalistes. Et vous avez par exemple Théophile Mali, qui lui, on connaissait plus ou moins sa position par rapport à Olympio, même les archives qui ont été déclassées le disent. Vous avez Paulet Ekou, qui était aussi avec
qui est rentré dans le gouvernement, c'était un nationaliste. Vous avez Bengbeni Namale, c'est le père de l'actuel ministre. Je reviendrai sur ça. Bengbeni Namale, qui était au gouvernement. Vous avez, comment appelle-t-on, je pense Pierre Adossama, qui était au gouvernement. Vous avez, qui d'autre encore, Pierre Adossama, vous avez qui d'autre encore? Je ne sais pas si Djoba Boukari était, je pense oui, Djoba Boukari était, parce qu'il revenait de la France, il était de la jeune, il était au ministère de l'économie, tout ça. Et donc, il y a eu une espèce de syncrétisme. Hein? Il y a eu une part qui sont venus des nationalistes et une autre partie qui est venue de quelques autonomies ou progressistes, comme on le dit. Donc ces gens étaient au gouvernement, se disant que... il y avait Mivedor. Et c'est se disant que, bon, comme il y a des mois, c'est un analphabète, excusez-moi, entre griffes, et il connaît rien du pouvoir, on va l'entourer, et puis après on va le dégager, et puis on va prendre le pouvoir. Sauf que Eyadema était plus malin qu'eux. C'est ça la réalité. Et donc, ils sont rentrés au gouvernement, mais avant de rentrer au gouvernement, c'est l'armée qui les a manipulés. Il y a un livre dont je vais vous lire les extraits, vous allez voir. Les gens qui ont fait la campagne pour que les militaires viennent au pouvoir en 63. Vous allez voir. Vous allez voir. Parce que ces faits-là, beaucoup n'en parlent pas souvent. Beaucoup n'en parlent pas pour une raison que je vous expliquerai plus tard. Parce que c'est une partie de l'histoire que les gens n'aiment pas évoquer. C'est pour ça que je l'évoque aujourd'hui. En dehors des Théophile Mali qui ont fait une campagne pour faire venir les militaires, il y avait aussi, je vais vous lire une partie. Je vais vous lire une partie. Je vais vous lire une partie. Voilà. Et le livre de Issaka Touré, Raouf Issaka Touré, El Hadj Abdou Raouf Issaka Touré, il faut le lire, dit ceci. Dès le lendemain du premier putsch, s'observait une certaine... Lui, il est nationaliste, hein, et il a écrit un livre, vous pouvez trouver ça. Dès le lendemain du premier putsch, s'observait déjà une certaine méfiance entre les deux têtes de l'exécutif. Je venais de le dire. Le président Nicolas Grunitzky et le vice-président Antoine Meati. Cette méfiance se muait de plus en plus en rivalité et en animosité. Et en 1966, chacune des deux personnalités avait déjà formé son clan. Djobo Boukari, tout comme de nombreux jeunes nationalistes, était plus ou moins neutre et se contentait de compter les points dans ce pugilat qui opposait les deux personnalités au sommet de l'État. Par ailleurs, le culte rénové, je vous ai dit que le culte a été rénové pour aller contre Grunitzky. Le culte rénové s'organisait activement afin d'accéder au pouvoir par les élections promises par les militaires dans un futur proche. Donc, quand les militaires ont invincé Grunitzky, ils ont dit qu'ils vont organiser les élections, ce qu'ils n'ont pas fait. En novembre 1966, les militaires prirent contact avec les nationalistes. En novembre 1966, les militaires prirent contact avec les nationalistes qui étaient à la tête des militaires, et Adema, dont Djobo Boukari. Ils en avaient marre des disputes quasi quotidiennes entre les deux têtes de l'exécutif. Il faut quelque chose. Croyant cette fois-ci être en phase avec les militaires, c'est là où ils ont été naïfs. Je ne les accuse pas de traîtrise, ils ont fait preuve de naïveté. Donc ces nationalistes-là. Croyant cette fois-ci être en phase avec les militaires pour sauver le pays de la recolonisation, je vous ai dit tantôt que leur objectif c'était de se défaire de Grunitzky qu'ils considéraient comme la continuité de la France qu'ils ont combattu pendant des années. Et donc, ils pensaient naïvement qu'en s'associant aux militaires, ils allaient mettre fin à cette continuité de la France, donc en limitant Grunitzky. Donc, où est-ce que j'en étais? Voilà. Donc, croyant cette fois être en phase avec les militaires, donc c'est les nationalistes, pour sauver le pays de la recolonisation, les nationalistes organisèrent le 21 novembre 1966 des manifestations sur toute l'étendue du territoire
pour exprimer le mécontentement du pays. À la radio, Djobo Boukari harangua la population en thème pour les exhorter à sortir massivement et dénoncer le néocolonialisme rampant. Et quand les militaires firent volte-face, il fut arrêté comme la plupart de ses camarades. Les militaires les ont poussés, mais quand la situation a dégénéré, les militaires ont fait volte-face. Ils ont fait un premier repli et on a arrêté les gens comme les Djobo Boukari. Vous voyez? Et gardé en prison pendant une semaine. Quand il en sortit, une seule alternative lui est offerte. Accepter de devenir ministre ou retourner en prison. Il devint ministre de ce gouvernement éphémère qui dura quelques semaines. Quelques semaines avant le nouveau coup d'État du 13 janvier 1967 qui évinça le président Bruniski. Donc il avait le fusil sous la tempe, il a accepté d'être ministre quelques semaines dans le gouvernement je pense, de Dadjo avant de démissionner. Le départ du président Bruniski était interprété par Djobo Boukari et ses camarades comme le gage d'une politique désormais débarrassée du néocolonialisme. C'est pourquoi il n'y eut aucune opposition quant à leur participation au gouvernement issu du second putsch. Ils étaient trois à y entrer et Djobo Boukari accepta le poste des finances et de l'économie. Quand 2 ans plus tard, vous voyez, donc les militaires leur ont dit oh, nous on va céder le pouvoir, ils sont rentrés avec les militaires. C'est là où je dis ils ont fait preuve de naïveté. Quand 2 ans plus tard, ils se sont rendus compte de leur erreur, leur tentative de rectification n'aura eu aucun effet que l'éviction de Djobo Boukari du gouvernement. N'ayant désormais plus d'autres activités que celles de l'OPAT, il s'y investissait entièrement comme lui seul sait le faire. Parce que c'est Djobo Boukari qui a créé l'OPAT. Des conseils de Djobo Boukari à son ami le ministre Paulin Eklou n'avait pas besoin. Djobo passait désormais son temps chez lui et dans son bureau des affaires étrangères jusqu'à sa candidature au PNUD. Voilà un témoignage d'un très grand nationaliste, l'ambassadeur Raouf, qui a écrit un livre et qui retrace comment ça a été. Donc, c'est cette frange de nationalistes qui sont allés chercher les militaires pour prendre le pouvoir en 67. C'était une preuve de naïveté. Je n'assimile pas ça à la traîtrise, c'est une preuve de naïveté. Donc, dans ce gouvernement, il y avait pas mal de nationalistes. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, Mali, Pierre Adossama, Djobo Boukari, Paulin Eklou. Et quand l'heure est arrivée, parce qu'ils ont compris que les militaires les roulaient, ils ne voulaient pas céder le pouvoir, ils ont voulu démissionner. Djobo lui est parti, mais Mivedor a convaincu Paulin Eklou de ne pas démissionner du gouvernement. Vous voyez. Maintenant, ceux qui ont résisté, ceux qui ont dit, nous, on reste fidèles à la mémoire de Sylvanus. Il n'y a aucune compromission à faire avec le régime. Les militaires ont commencé par les assassiner un à un. D'abord, ceux qui ont résisté, ceux qui n'ont pas voulu rentrer dans ces jeux-là, on a Oskis Koko, qui lui, je pense, dès que le coup d'État s'est passé, il s'est barré. Il y a le docteur Fiadio, il y a certainement Martin Akou, et il y a Louki qui est le père du banquier. Il y a les Sankaridja, et il y a, je pense, Namoro Karamoko et tous les autres. Il y a Djagba qui était... il y a le docteur Atidepe aussi. Et donc, il y a eu cette histoire de tentative de coup d'État en 70, le complot de je ne sais pas quel mois là, qui a permis à Eyadema d'arrêter un certain nombre d'acteurs qui sont des nationalistes. Et Djagba, Laurent Djagba, qui était à l'époque, je ne sais pas, il était avec Sylvanus à New York, aux États-Unis. Djagba et Atidepe, ils fuyaient pour aller en Guinée, chez Sékou Touré, et ils ont été arrêtés à Takoradi et ramenés à Lomé par hélicoptère. Donc, ils sont venus trouver en prison le docteur Atidepe, le docteur Fiadio et Alexandre Osei, qui est le grand frère de Madame Badanyaki et donc l'oncle de Menyasime, Lazo, qui est le père de l'opposant Lazo, et bien d'autres.
Donc, ces gens ont subi les pires tortures. Ils appelaient ça le coup d'État de 8 août 70, le complot de 8 août 70. Donc, ces gens ont été torturés de la pire des manières parce que Eyadema estimait que ce sont les seuls nationalistes qui lui résistaient, qui ne voulaient pas de lui. Qui ne voulaient pas du tout de lui, qui ne voulaient pas aller dans le sens qu'il voulait. Et donc, quand on les arrête, le 1er janvier 1971, Diagba, il meurt, torturé sous le coup de la torture. Il est mort, c'est lui le premier qui est mort en 71. Donc ça fait combien d'années aujourd'hui? C'est combien? Laurent Diagba, c'est le père de Foussena Diagba. Donc il était un greffier de formation et puis après il est mort le 1er janvier 1971. Voilà, qu'il est décédé. Donc ça fait 55 ans. On n'a jamais retrouvé son corps jusqu'à aujourd'hui. La plupart de ces enfants n'ont jamais vu son corps jusqu'à aujourd'hui. Ils ont fait disparaître le corps, comme on a fait disparaître le corps de Patrice Lumumba. Aujourd'hui, les Diagba n'ont pas le corps de leur papa pour en faire le deuil. La commission réconciliation a demandé de faire la lumière, ça n'a jamais été fait. Donc, Diagba, lui, il meurt, il est le premier qui est mort sous la torture. Ensuite, il y a Alexandre aussi, qui a été aussi assassiné, donc sous la torture, qui est mort. Alexandre Osei, qui est le grand frère de Madame Dagadi, que Eyadema a pris après comme épouse. Ensuite, il y a eu Lazo, qui est mort le 3 janvier 1971. Et les autres, Eyadema, face au tollé que cela a suscité, Eyadema a été obligé de les libérer le 13 janvier 1971. Le docteur Atidépé, Fiadio, tous ont été libérés. Pourquoi je vous raconte toute cette histoire-là? Je veux qu'on me passe la photo de l'Assemblée élue en 58. Pourquoi je parle de cette histoire? Je parle de cette histoire pour en arriver quelque part. Voilà. Vous voyez cette photo-là, il faut bien la rapprocher. Quand vous voyez cette photo que je suis en train de projeter, moi-même je vais le voir sur mon téléphone, vous allez voir l'Assemblée élue de 58. Tout le monde est là-bas. Je vais vous donner les noms. Je vais vous donner le nom, un instant, la technique et tout ça. Sinon, la technique. Je vais vous donner le nom de tous ceux qui sont sur la photo. Un instant, si vous voulez. Alors, vous avez quoi? Vous avez Sylvanus Olympio sur la photo. Vous avez Laurent Diagba. Il est juste pas trop loin. Vous avez Michel Ayassou, donc Tablibo, qui est un cousin d'Alboïbo. Vous avez le docteur Fiao Emmanuel. Vous avez Paulé à côté. Vous avez Michel Tiedré de Bassa. Vous avez Maman Moumouni, qui est, je pense, de Kabou. Vous avez quelqu'un de Bafilo, dont je ne vois pas bien le nom. Vous avez Maman Aouna de Sokone. Vous avez Benoît Palanga de la Makara. Vous avez Antoine Idriss Oumeati. Et voilà, gars, j'espère que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin, voilà. C'est une fois encore Ferdinand Haïti qui révèle des choses cachées, voilà, les choses anciennes, voilà, les choses anciennes que nous, en tant que jeunes, nous, en tant que, voilà, et les gens qui ne sont pas, voilà, qui ne sont pas nés en ce temps-là, hein, nous, qui aimons les histoires, nous qui aimons connaître nos histoires, l'histoire togolaise, voilà. Et Ferdinand Haïti a dire beaucoup de choses concernant les choses anciennes, concernant les présidents anciens, concernant tout ce qui s'est passé. Vous avez écouté tout ce que Ferdinand Haïti a eu à dire. Les gars, si quelqu'un écoute, a eu à écouter ce que Ferdinand Haïti a dit et ne retient rien, c'est que la personne n'aime pas l'histoire togolaise. Voilà. La personne n'aime pas l'histoire togolaise. Moi, j'ai beaucoup aimé tout ce qu'il a eu à dire. Voilà, depuis Olympio et tout ça là, jusqu'à Yadima,
tout ce qu'il a eu à dire, les gars, c'est une histoire que il y a beaucoup de des gens ils ont caché, il y a certains trucs que les gens ont cachés. Voilà, il y a certains trucs que les gens ont cachés et il y a même d'autres qui sont révélés, mais sauf que il y a les gens comme nous hein, qui n'allons pas à la recherche des choses, qui n'allons pas à la recherche, qui ne lisons pas beaucoup et tout, qui ignorons. Voilà. Et c'est ces trucs-là que Ferdinand était lui, autre, il fait révéler hein, aux yeux de tous. Il fait révéler aux yeux de tous. Et c'est très bien. Et moi, comme j'ai l'habitude de le dire, j'aime beaucoup Ferdinand. Pourquoi? Et il fait sortir des choses qui sont cachées, il fait sortir des choses on a besoin de connaître, mais on ne va pas à la recherche de ces connaissances-là. Voilà. Et lui, il fait sortir ça, et tu vas écouter ça, tu vas prendre de plus, tu vas prendre en plus de cela. J'aime beaucoup ça de Ferdinand Haïté. Et je crois bien que vous aussi, hein, vous qui nous suivez actuellement, vous aussi, vous aimez ça. Voilà. Et pour cela, vous allez voir que j'aime beaucoup publier les choses de Ferdinand Haïté. J'aime beaucoup publier ces trucs parce que c'est très bien. Parce que c'est quelqu'un qui me. Hein, et qui m'inspire. C'est quelqu'un qui me. Voilà. C'est pas qu'il m'inspire politiquement de faire la politique ou non. C'est sa manière de faire des recherches, sa manière de faire des trucs. C'est ça qui m'inspire. Il m'inspire beaucoup et je le vois comme un mentor. Pas politiquement, je dis bien, je répète, pas politiquement. Pas politiquement, c'est pas sa détermination. À la recherche des infos et tout ça là. Ça te rend parfait au fait. Voilà, imagine que moi aussi, ou bien nous qui sommes ici, hein, même si nous ne faisons pas de la politique, chaque jour, nous sommes déterminés à chercher qu'est-ce qui est la cause de ça, Nous trouvons les solutions et tout. Vous allez voir que tout va être parfait. C'est à ce sens-là que je Ferdinand Haïté, il m'inspire beaucoup et j'aime beaucoup regarder ces vidéos. Et voilà, mais vous savez. Bon, bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker comme d'habitude, à vous abonner massivement, à commenter, les gars, commenter. C'est très important. Commentez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ça, c'est très important. Écrivez quoi? Écrivez quelque chose dans les commentaires. Écrivez. Voilà. Dites quelque chose. Parce que vous ne pouvez pas regarder ces genre de vidéos et puis ne rien écrire. Vous saurez quelque chose à écrire, les gars. Bon, bref, on se capte après pour une nouvelle vidéo. Ciao.